Bismillahirrahmanirrahim. On vient de terminer le deuxième chapitre concernant la pathologie métabolique en endocrinologie. Donc, après le diabète, avec leurs complications, diabète insipide, les dyslipidémies, aujourd'hui on va finir avec le syndrome métabolique. C'est le cours de Dr Lango. Pour les gens qui viennent juste de nous suivre, vous allez retrouver tous ces supports dans la description. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Maximisez vos partages comme d'habitude. Et on finira notre chapitre. Donc on va suivre le plan suivant. On va voir l'introduction, l'historique de ce dernier, la définition. Il s'agit de deux grandes écoles donc, qui sont à retenir. Donc l'ATP3 et l'IDF. Vous êtes censé de garder les critères de classification et de définition de ce syndrome concernant les deux écoles. Prévalence, physiopathologie, donc le titre le plus important, les anomalies associées avec ce dernier, les conséquences et dernièrement la prise en charge. Il s'agit de deux approches, une approche non pharmacologique et la deuxième qui est approche pharmacologique, et on va voir le recours vers médicaments, la chirurgie, et par suite dernièrement on conclura avec une conclusion. Donc premièrement dans cette partie sur les notions de base, donc on abordera les deux critères de classification concernant les deux grandes écoles, mais premièrement on commencera par une introduction. Donc un syndrome métabolique est défini par une entité qui regroupe chez un même individu plusieurs anomalies métaboliques. Donc c'est pas un seul trouble, c'est plusieurs troubles. C'est pour cela qu'on avait associé le terme syndrome. C'est un ensemble de troubles métaboliques chez un même patient. Quel est notre intérêt aujourd'hui? La question c'est que ces dernières, ce syndrome, il lui prédispose ce patient-là à un risque cardiovasculaire qui est élevé. Donc notre intérêt de la question aujourd'hui, après le diabète, après les dyslipidémies, c'est que le risque cardiovasculaire aussi, dans ce syndrome métabolique, il n'est pas à négliger. Ce qui caractérise ce syndrome aussi, c'est que ce dernier, il a eu de multiples nomenclatures au cours de l'historique, ce qui rend leur estimation et leur prévalence réelle difficiles à préciser. Vous allez voir ça dans l'historique dans quelques minutes. Aussi, ce syndrome métabolique, il se caractérise essentiellement par l'accroissement notable du risque cardiovasculaire et une relation intime, un risque de faire ce patient vulnérable au diabète de type 2, au DT2. Vous pouvez consulter le cours de diabète de type 2, c'est toujours disponible dans cette playlist. Et vous allez voir dans ce cours la relation entre ce syndrome et le diabète. Maintenant pour l'historique, donc ce dernier, il a coexisté fréquemment avec une obésité, un diabète et une dyslipidémie avec une hypertension artérielle. Et il a été identifié dès les fins des années 60. Donc le syndrome métabolique, il a été premièrement défini aux années 60. Il a été confondu avec l'obésité, diabète, dyslipidémie. Vous voyez le risque cardiovasculaire qui est en train de s'accroître. L'hypertension artérielle. Et en années 70, le terme syndrome métabolique a été utilisé pour décrire cette association plus tard. Aussi, une résistance à l'insuline pour certains auteurs. Il a été appelé aussi le syndrome X, le syndrome d'insulinorésistance, l'IR. D'autres synonymes ont été retrouvés dans la littérature, comme par exemple le syndrome plurimétabolique, Deadly Quartet, Drop Syndrome, dyslipidémia, insulinorésistance, obésité, high blood pressure. Donc, il a de multiples nomenclatures. C'est pour ça, je répète, la prévalence, l'estimation de cette dernière, elle est difficile à préciser. C'était en 1998 que l'OMS a choisi le terme syndrome métabolique, estimant le rôle de ce dernier dans l'insulinorésistance. Donc, il s'agit, ça c'est à retenir, il s'agit d'une relation intime entre le risque cardiovasculaire, le syndrome métabolique, la résistance à l'insuline et le développement de diabète de type 2. Donc j'espère que c'est clair jusqu'à maintenant. Donc, on va voir le but de cette première partie. C'est de définir ce syndrome métabolique concernant les deux grandes écoles. Donc plusieurs définitions ont été posées. Mais alors que l'OMS avait publié une définition qui aurait dû faire la référence. Donc, c'était en 2001 où donc, on a deux écoles. Donc, on a l'ATP3, ou bien National Cholesterol Education Program
Adult Treatment Panel. Donc, Adult Treatment Panel, c'est ATP3. Elle a donné la définition inspirée par l'OMS. Et il s'agit de la deuxième école, qui est l'IDF. Maintenant, on va voir dans cette partie les deux critères de la classification ou de la définition concernant ces deux écoles. La première en 2001, c'était l'ATP3. La deuxième en 2005, c'est l'IDF, c'est la Fédération internationale des diabètes. Elle a proposé aussi des critères. Donc, il s'agit de critères, je répète, qui sont à retenir concernant les deux grandes écoles. Donc, soit l'ATP3 ou l'IDF. C'est l'International Diabetes Federation. Donc, concernant les deux écoles, donc on a l'ATP3 en 2001 et l'IDF en 2005. Pour la première, pour l'ATP3, on dit qu'il s'agit d'un syndrome métabolique. S'il s'agit en moins, ça c'est à retenir par cœur, tout ce qui est en couleur, tout ce qui est gras, et à retenir par cœur, et bien sûr, sont fréquemment posés comme thème d'examen. Donc, au moins 3 de ces 5 critères doivent être retrouvés. Donc, je répète, ça c'est selon l'ATP3. Ces 5 critères que vous devez retenir par cœur sont, premièrement, un périmètre abdominal supérieur à 102 cm chez l'homme et 88 cm chez la femme. Je répète, ces 5 lignes sont à retenir par cœur. Un taux de triglycérides supérieur ou égal à 1,5. Ça vous fait rappel au syndrome métabolique, plutôt aux dyslipidémie. Encore un autre terme ou bien une autre valeur qui va vous faire rappel à ce dernier, c'est un taux d'HDL qui est le bon cholestérol inférieur à 0,4 g par litre toujours pour l'homme, 0,5 pour la femme, une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 130, une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 85. Et n'oublie pas dernièrement une glycémie à jeun qui est supérieure ou égale à 1,1. Donc c'est une intolérance ou bien tolérance au glucose. Donc je répète, pour la définition concernant l'ATP, donc c'était en 2001, si vous avez dans un contexte clinique 3 de ces 5 critères, vous allez poser votre diagnostic de syndrome métabolique concernant, je répète, l'ATP 3. Donc je répète, périmètre abdominal 102, les chiffres sont à retenir par cœur chez l'homme, 88 pour la femme, triglycérides supérieurs à 1,5, HDL inférieur à 0,405, la deuxième et la troisième, ça nous fait rappel aux dyslipidémies. La pression artérielle systolique, donc ça nous fait rappel de l'HTA, supérieur ou égal à 130. Pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 85. Donc c'est juste à la limite de la valeur maximale de cette hypertension. Et une glycémie à jeun, donc hyperglycémie, donc supérieure ou égale à 1,1. Donc ça c'est premièrement. Si vous avez 3 de ces 5 critères, vous allez facilement poser votre diagnostic d'un syndrome métabolique d'après l'ATP3. Par contre, deuxième, donc c'est l'international ou bien la Fédération internationale des diabètes. Là, il s'agit d'un critère. Donc vous êtes en train, j'espère que vous êtes en train d'assimiler la différence entre ces deux. Il y a un critère qui est obligatoire, qui est le périmètre abdominal qui doit être supérieur ou égal, faites attention, 94 chez l'homme est supérieur à 80 cm dans ce dernier cas pour la femme. Ça, c'est le premier critère qui est obligatoire. Ou deuxièmement, 2, donc pas 3 des 5, donc 1 qui est obligatoire et 2 parmi les 4 suivants doivent être présents. Donc les 4 critères à rajouter, ou bien 2 parmi ces 4 critères sont à rajouter. Donc un triglycéride, taux de triglycérides supérieur à 1,5, la même, donc dyslipidémie, un taux d'HDL inférieur à 0,4 g par litre chez l'homme, 0,5 c'est pour la femme, pression artérielle systolique supérieure à 130, presque c'est la même avec les critères de la TP3, voire une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 85, et dernièrement une glycémie à jeun dans ce dernier cas, c'est plus strict, donc vous voyez que le périmètre abdominal et la glycémie sont plus stricts dans l'IDF ou bien dans les critères de la Fédération internationale plus que la TP3. Donc une glycémie à jeun supérieure ou égale à 1 g par litre. Je répète, dans ce dernier cas, vous allez poser votre diagnostic d'un syndrome métabolique, mais concernant l'IDF, la Fédération internationale des diabètes.
Donc, à retenir dans cette partie, j'insiste sur les deux définitions concernant l'ATP3 et l'IDF, la Fédération internationale du diabète. Donc, la première, c'était en 2001, 3 des 5 critères où les normes sont à retenir par cœur. Et voilà un tableau récapitulatif qui résume tout ce qu'on est en train de dire. Ou bien, deuxièmement, concernant l'International Federation, bien la Fédération internationale du diabète, le premier critère qui est le périmètre abdominal, c'est obligatoire. Suite à ça, vous allez rajouter 2 des autres 4 critères, mais faites attention aux chiffres de normalité et vous allez poser là votre diagnostic, soit concernant la TP1 ou bien selon la Fédération internationale de diabète. Donc ça, c'est le but de cette première partie. Vous devez la retenir ou bien vous devez retenir ce tableau-là par cœur, pourra être une question posée toujours dans un contexte clinique. Donc ça, c'est tout pour cette première partie. On insiste toujours sur les deux définitions des deux écoles. Ils sont à retenir par cœur. On abordera prochainement la physiopathologie, suite à ça, la clinique et dernièrement la prise en charge de ce dernier, toujours en plusieurs parties. Toujours bon courage dans vos préparations. Merci pour votre attention et à la prochaine.